et géotechnique. Alors, cette partie nous a permis de découvrir les différentes couches qu'il y avait dans le sol, donc en les nommant avec les caractéristiques des sols, mais surtout de connaître les paramètres physiques qui sont essentiels au calcul afin de pouvoir faire nos dimensionnements par la suite. Ce qui est surtout important là, c'est de savoir où trouver les paramètres et quand les utiliser. C'est pas forcément, c'est surtout de savoir les rassembler pour pouvoir les utiliser au bon moment ensuite. On a des paramètres qui sont issus d'essais en place, mais aussi d'essais en laboratoire. Ensuite, cette analyse donc, qui concerne les sols, elle est complétée par une analyse qui concerne l'eau. Alors, bon, les deux sont intrinsèquement liés, mais on parle de l'analyse hydrogéologique en plus. Donc, on peut la distinguer en deux parties. Une partie qui va étudier plus le profil hydrique, qu'on voit sur la gauche, donc avec la teneur en eau, qui va avoir une importance pour les calculs aussi. Et de l'autre côté, on peut se demander où est l'eau de manière plus précise, donc notamment la présence de nappes. Et dans notre cas, on a deux nappes présentes, à savoir une dans le remblai argile et une dans les calcaires. Et là, on a directement un lien avec notre analyse environnementale. Donc l'analyse environnementale, c'est savoir si l'impact du projet va avoir un risque sur l'environnement d'études. Alors là, dans notre cas, le problème, c'est qu'il y en a une des deux nappes qui est proche d'un spot de pollution et que la potentielle l'utilisation des drains, donc les drains, c'est une méthode qui est prévue pour améliorer la vitesse du tassement. Et donc, cette utilisation de drains, elle mettrait en relation à la fois les deux masses d'eau et la masse d'eau qui est proche du spot de pollution. Donc là, la question qui se pose, c'est de savoir si on va avoir de la pollution dans les masses d'eau de notre lieu. Alors, on commence par faire des analyses quantitatives sur les concentrations en composants chimiques de la zone. Alors, ce qui est important, c'est de savoir où on est par rapport au seuil réglementaire. Donc, on peut pas, on est obligé de se fier à des limites. Et celles qu'on utilise, c'est celles qui sont fixées par la loi, en fait. Donc, on doit quantifier et ensuite comparer à ce que dit la loi. Et dans notre cas, dans les deux nappes, on a des dépassements pour certains composants, notamment le benzène et le benzoapyrène, les hydrocarbures, les phénols et et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et donc ça pose des problèmes par rapport aux populations, parce qu'on peut avoir des risques par ingestion, par inhalation, notamment si cette eau elle est mise en contact avec les réseaux. Et alors après, pour régler ce problème, les rapports proposent a priori pas de solution, mais il est mention de filtres à charbon qui sont utilisés lors des tests pour filtrer l'eau, parce que pour analyser les concentrations, on est obligé d'avoir accès à l'eau à un moment donné et de la renvoyer ensuite dans les réseaux de pluviaux. Et donc, il y a mention de filtres à charbon qu'on peut penser qu'on pourrait les utiliser à plus grande échelle pour traiter les eaux. Et donc, voilà pour l'analyse environnementale. Et je vais laisser la parole à Linda pour le poinçonnement et les autres parties. Peut-être si tu peux avancer la slide, merci. Du coup, on va d'abord commencer par parler des tassements, de la consolidation, notamment de la couche d'argile, qui est due à l'ajout du remblai. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé le tassement. Donc, on a d'abord pris le tassement élastique de la couche de remblai et de la couche de sable, qui est qui a un tassement du coup instantané, calculé grâce au module odométrique de ces deux couches.
donc dû à l'ajout de la grande couche de remblai jusqu'à l'ouvrage provisoire. Ensuite, la grosse partie du travail a été du coup de calculer le tassement de la couche d'argile. Donc, comme a dit Clément, le fait qu'on ait une nappe dans la couche de remblai fait qu'on a des valeurs de contraintes verticales qui sont quand même assez faibles arrivées à la couche d'argile. Donc, quand on rajoute du coup à peu près pour la partie la plus haute du remblai ajouté, on est à plus de 6 mètres, donc ça rajoute des fortes contraintes en plus de la charge d'exploitation. Du coup, nous, ce qu'on a calculé numériquement, on a fait l'intégrale en fonction de la préconsolidation de la couche. On arrive à des tassements qui sont importants, donc au total un peu plus de 60 cm, dont à peu près 50-55 cm pour la couche d'argile. Donc on voit qu'on a des forts tassements, et en plus si on regarde le temps de consolidation, il est très grand, donc on n'a que 50% du tassement en plus de 460 jours. Ce qui fait que, comme on n'a que 8 mois pour la phase de travaux, il faut qu'on accélère la consolidation, d'autant plus que on a besoin de limiter pendant la phase d'exploitation le tassement à 10 cm. Ce qui fait qu'on a vu que lorsqu'on ajoute la charge d'exploitation, on gagne à peu près 4 à 5 cm de tassement. Il faut qu'on essaie de limiter le tassement restant dû au remblai d'un peu près pareil, de même ordre de grandeur, 5-6 cm. Ce qui fait qu'on va devoir réduire la distance de sortie d'eau grâce à des drains. Et donc ce qu'on a calculé, c'est qu'il faudrait espacer les drains de 0,66 m pour pouvoir réussir à réduire cette distance. Ouais, tu peux changer de slide, Clément. Et du coup, je sais pas si Flore, je sais pas si c'est la dernière version du PowerPoint, ça. Oui, vas-y, c'est la slide qui suit ensuite pour moi. Ça marche. Donc au niveau de la fondation de l'ouvrage, on a calculé 2 dispositifs. Donc parce qu'on n'avait pas très bien compris si l'ouvrage il était très ponctuel ou plus étalé sur les 30 mètres qu'on voit au niveau de la pile de remblai. Donc si on fait un dispositif de 9 pieux, donc on a vu qu'on avait un torseur qu'on devait reprendre qui était composé d'une charge verticale, une charge horizontale et un moment. Donc pour la capacité portante, on s'intéresse du coup au moment et qui va créer une traction et une compression dans les pieux, et à la charge verticale à reprendre. Donc forcément, plus on aura de pieux, plus la force maximale qui est subie par un pieu sera importante. Et donc avec 9 pieux, on se rend compte qu'il faut qu'on aille jusqu'à 11 mètres de profondeur, donc c'est la couche de calcaire compact, pour pouvoir avoir une résistance, une capacité portante assez importante. Et du coup, dans le cas d'un ouvrage qui est moins concentré, mais ça on n'avait pas du coup très bien vu comment il était fait. Mais dans le cas où on pouvait mettre 2 rangées de 10 pieux, on pouvait arrêter les fondations profondes à la couche de calcaire altéré. Et du coup, tu peux passer. Et du coup, une fois qu'on a dimensionné ces pieux, donc selon 2 hypothèses différentes, on s'est intéressé à l'interaction de ces pieux avec le remblai. Et donc on s'est d'abord intéressé au frottement négatif. Donc pour les calculs de ce frottement, on a fait les hypothèses suivantes. Donc on a d'abord comparé le tassement des pieux et le tassement du sol pour voir si le frottement négatif était à prendre en compte. Et donc on voit que le tassement restant au moment de la construction des fondations est de 7 cm, alors que le tassement des pieux est de l'ordre de 6 mm. Le tassement des pieux qu'on a calculé par un calcul simplifié. Et donc on voit qu'il faut prendre en compte ce frottement négatif. Et donc, on a calculé la valeur limite unitaire du frottement négatif pour chaque couche de sol.
et on a calculé ensuite la résistance totale. Et donc, on a calculé des valeurs de frottement négatif plutôt élevées pour les deux dispositifs. Et donc, on a décidé de considérer des pieux enduits de bitume, ce qui permettait de réduire le frottement négatif. Et on n'avait plus que du frottement négatif qui représentait moins de 40% de la charge initiale, enfin de la charge que chaque pieu devait reprendre. Et du coup, au vu du coefficient de sécurité de 2 qui a été utilisé, on peut considérer que c'est correct. Ensuite, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. On s'est intéressé au déplacement transversal. Donc, pour calculer ce déplacement transversal, on a pris en compte à la fois le déplacement du pieu lié aux efforts appliqués en tête et le déplacement du sol lié à la présence du remblai. Et donc, on a calculé les différents paramètres, donc le module et les pressions limites du sol selon la méthode de Ménard. On a calculé la longueur de transfert. On a calculé à peu près égal à 5 mètres. Et donc, dans notre modèle, pour calculer les déplacements, on a considéré un pieu rigide avec un effort horizontal et un moment appliqué en tête. Et en pointe, on a considéré que le pieu était ancré dans le calcaire. Et donc, on obtient des résultats. On a calculé donc le déplacement en tête pour les deux dispositifs. Donc, on obtient 2,6 cm et 2,1 cm. Et on a calculé ensuite la réaction du sol. Et dans les deux cas, la réaction du sol est inférieure à la pression limite. Donc, on est en phase élastique et donc on n'aura que des déformations, des déformations réversibles. Et donc, les déplacements transversaux ne sont pas trop importants. Et donc, le dimensionnement est correct. Ensuite, est-ce que tu peux passer à la dernière slide de conclusion ? Donc voilà, on a résumé dans ce tableau nos résultats en fonction des deux dispositifs. Et donc finalement, au vu de l'incertitude sur, on ne savait pas exactement, comme disait Lucas, si c'était on pouvait mettre des fondations sur toute la longueur, toute la largeur de la plateforme. On a considéré ces deux situations et finalement, ça va peut-être être l'équation économique qui va nous décider à prendre l'une ou l'autre. Voilà. Et donc, ce qui nous reste à faire, c'est de calculer le poinçonnement et réaliser le calcul au grand glissement qu'on va faire dans un deuxième temps. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Hervé, je ne sais pas si vous avez des questions. Si. Bon, vous avez bien réalisé qu'il y a deux aquifères, dont celui qui est inférieur, qui est un peu plus en charge que l'aquifère supérieur. Je n'ai pas tellement senti que vous aviez fait cette différence dans votre démonstration. D'autre part, au niveau des précautions à prendre, donc pour éviter le mélange de ces deux aquifères qui ont des compositions chimiques assez différentes en pollution, vous avez constaté dans le rapport des mesures qui ont été faites que l'aquifère inférieur est assez chargé en hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc il faut éviter de venir apporter une surcharge de pollution en cas de contamination avec la nappe supérieure. Donc je ne sens pas tellement les précautions que vous allez prendre pour isoler les deux. D'autre part, en plaçant ces dispositifs de drain dans les horizons compressibles, vous aurez des fines. Donc dans votre dispositif de traitement, il faudra prévoir, et vous ne l'avez pas exposé, comment on fait déjà pour séparer les fines, parce qu'on risque de colmater la cartouche de charbon actif dont vous avez parlé. Et je pense qu'il y a encore d'autres étapes de traitement à effectuer
avant de venir saturer des cartouches de charbon actif, parce que vous allez en consommer une quantité impressionnante. Et il y a peut-être lieu, avant d'arriver à cette phase qui est plutôt tardive dans le traitement des eaux, d'avoir des phases de traitement physique auparavant. Donc, repensez un peu votre façon de traiter les eaux que vous allez récupérer lors des opérations sous les remblais. Vous avez d'autres remarques, Hervé? Non, plat comme ça, non, je vous laisse. Ok. Alors, bon, je trouve que vous avez bien avancé là, donc il y a pas mal de choses. Donc vous avez présenté au tout début des paramètres. Donc là, je vois les paramètres qui ont été fournis à l'énoncé. Je rappelle que ce qui est attendu dans le rendu, c'est de montrer que vous êtes approprié ces paramètres-là. D'accord? En l'occurrence, pour par exemple les données de compressibilité, les résistances en pointe, etc., il faut faire une analyse des données qui vous ont été remises et de rejustifier ces valeurs. Donc, okay, donc ça, il faut le démontrer, ça. Et ensuite, vous avez présenté donc des résultats de tassement consolidation. Alors, comme ce qu'on avait dit pour les fondations de manière générale, on ne commence pas, on ne regarde pas le tassement tant qu'on n'a pas statué sur la stabilité. D'accord? Pour que les tassements que vous avez calculés aient un sens, il faut que l'ouvrage soit stable et avec une sécurité suffisante. Donc, en toute rigueur, dans la présentation finale, il faudra d'abord présenter et montrer que la stabilité au grand glissement, au poinçonnement est assurée avec un bon niveau de sécurité. Et c'est qu'uniquement avec cela que l'on pourrait appliquer correctement on va dire les modèles analytiques, par exemple, que vous avez utilisés pour estimer le tassement. Après, dans le modèle analytique, j'ai rien dit, simplement j'ai remarqué rapidement que je vois des tassements négatifs et je pense que vous avez dû appliquer une formule, la formule odométrique complète, mais il y a un terme qu'il ne faut pas prendre en compte quand vous êtes dans le domaine surconsolidé, là. Oui, en fait, sur le bout, là où on n'a pas assez de oui, il y a que rajouté, en fait, il faut que je refasse les calculs parce que du coup, en fait, il prend en compte une partie du logarithme. Oui, le terme CC, il intervient uniquement si on dépasse I'P. D'accord? Oui. Voilà, donc il y a juste ça à corriger. Les amplitudes, mais ils ne me choquent pas. Hein, donc je vois que quelque chose qui peut aller jusqu'à 50-60 cm. Après, là où j'ai pas de remarque fondamentale sur ça, mais à condition que vous puissiez sécuriser, vous approprier les paramètres d'entrée. D'accord? Par contre, là où j'ai plus de réserves, c'est sur les calculs de Pieux. Frottement négatif, bon, le raisonnement c'est très bien, vous avez estimé avec une formule analytique le tassement, la démarche est correcte, mais par contre le sable il tasse pas, hein. Le sable il tasse tout de suite, donc ça veut dire que dans les 7 cm qui restent à acquérir, il n'y a pas de tassement du sable. Donc à ce moment-là, la hauteur sur laquelle vous comptabilisez le frottement négatif est à revoir. Okay. Donc, vous avez évoqué une protection mise en œuvre d'un enduit de bitume, mais il faut expliquer tout ça. Il faudra expliquer comment on va le mettre en œuvre, ça, dans le contexte actuel. D'accord? D'accord. Et alors, un autre sujet, vos interrogations sur les 3x3 et 2x10, ça serait plutôt 2x10, hein, parce que c'est plutôt il s'agit de couvrir l'estacade. Sa largeur, c'est à peu près la largeur du remblai. D'accord? Donc, c'est plutôt la solution où il y a 2 fils de pieux, 2 fils d'une dizaine de pieux. C'est ça. C'est plutôt cette solution-là qu'il faudra privilégier. Par contre, dans les calculs sous charge transversale, je pense que là, ça ne va pas. Hein. Donc là, il faut approfondir ça. La longueur de transfert, je pense que ce n'est pas bon. Le terrain est multicouche. Je ne sais pas comment vous avez géré le caractère multicouche du terrain. Et puis, sachant que ce qui est attendu, c'est de regarder évidemment le comportement sous charge en tête, mais aussi et surtout sous chargement GZ. Donc, comme il vous reste 7 cm de tassement à acquérir, il y a du sol qui va venir pousser sur les pieux. Donc, il faudra intégrer dans le calcul de sollicitation pour qu'on puisse statuer sur le fait que la solution de pieux est acceptable. Il faudra vérifier les moments fléchissants, les efforts tranchants, et vérifier est-ce que cela est compatible avec la section de pieux que vous avez envisagée. D'accord? D'accord. Mais du coup, j'ai une question pour le fait que ça soit multicouche.
Enfin, du coup, moi, pour la longueur de transfert, en fait, je les ai calculés pour les paramètres donc des remblais, de l'argile et du sable séparément. Et, Oui. Et vous en avez fait, pris je quoi? trouvais à peu près la même valeur. Ah bon? Mais 5 mètres,